Dans la ville étincelante de Paris, où les lumières des immeubles modernes se mêlent à l'élégance intemporelle des boulevards, le restaurant L'Étoile d'Or trône comme un joyau au cœur du quartier des affaires. Ses lustres en cristal jettent des éclats dorés sur les nappes blanches impeccables, et le murmure des conversations feutrées s'entrelace avec le tintement discret des couverts en argent. Ce soir-là, l'atmosphère est électrique, car une clientèle huppée remplit la salle, attirée par la réputation irréprochable de l'établissement. Parmi les serveurs qui glissent entre les tables avec une précision chorégraphiée, Élise, une femme d'une trentaine d'années, se distingue par sa discrétion. Ses cheveux châtains sont soigneusement attachés en un chignon serré, et son uniforme noir impeccable contraste avec son regard vif, presque perçant, qui semble capter chaque détail de son environnement. Pourtant, derrière son sourire professionnel, Élise porte le poids d'une vie marquée par les épreuves. Elle n'a jamais voulu être serveuse. Ce travail, bien qu'honorable, n'est qu'un moyen de survie. Élise rêve d'un avenir différent, un petit café à elle, quelque part dans un coin tranquille de la ville, où elle pourrait servir des plats simples, faits avec amour, loin des exigences des clients fortunés. Mais pour l'instant, elle est enchaînée à l'Étoile d'Or, où elle jongle entre les commandes complexes et les caprices des clients. Chaque mois, une grande partie de son salaire part directement à l'hôpital où sa sœur cadette, Sophie, lutte contre une maladie chronique. Sophie, avec ses 19 ans et son sourire fragile, est la lumière dans la vie d'Élise, mais aussi son fardeau. Les factures médicales s'accumulent, et Élise, malgré son épuisement, refuse de baisser les bras. Ce soir-là, la salle est pleine à craquer. Les clients, des hommes d'affaires en costume sur mesure et des femmes en robe de créateurs, discutent de contrats, de voyages exotiques, ou de la dernière exposition à la mode. Élise, comme à son habitude, se fait invisible, glissant entre les tables avec une grâce discrète. Elle note mentalement les préférences des habitués. Monsieur Dupont aime son vin servi à température exacte, Madame Lefebvre déteste qu'on pose une assiette trop près de son verre. Mais ce soir, un nouveau visage attire son attention. Victor Beaumont, un millionnaire connu dans les cercles parisiens pour sa fortune colossale bâtie dans l'immobilier, fait son entrée dans le restaurant. Il est accompagné d'une femme élégante, Clara, dont la robe rouge sang attire tous les regards. Victor, la cinquantaine, a une prestance imposante, mais son sourire est froid, presque calculateur. Il s'installe à une table centrale, comme s'il voulait être vu de tous. Élise s'approche pour prendre leur commande, son carnet à la main. Victor, sans même lever les yeux du menu, lance d'un ton sec, « Je veux le meilleur vin de votre cave. Et vite !» Élise acquiesce, habituée à ce genre de demande. Elle note également la commande de Clara, qui semble mal à l'aise, jetant des regards furtifs autour d'elle. Élise remarque que Clara évite de croiser les yeux de Victor, et une tension subtile semble flotter entre eux. Elle ne s'attarde pas sur ce détail et retourne en cuisine pour transmettre la commande. Là, elle croise Julien, le chef de salle, un homme d'une quarantaine d'années au sourire chaleureux, qui est devenu son confident au fil des années. Encore un de ces types qui pensent que l'argent achète tout, hein, plaisante Julien en désignant la table de Victor. Élise hausse les épaules, un sourire en coin. Tant qu'il paie l'addition, il peut bien penser ce qu'il veut. Mais la soirée prend une tournure inattendue. Alors qu'Élise sert le vin à la table de Victor, elle surprend une conversation entre lui et un homme assis à une table voisine, un individu au visage dur, vêtu d'un costume sombre. Les mots sont à peine audibles, mais Élise, avec son oreille exercée, capte des bribes, les documents, il ne faut pas qu'ils sortent. Victor parle à voix basse, mais son ton est nerveux, presque paniqué. L'homme en costume acquiesce, un sourire narquois sur les lèvres. Élise, troublée, fait mine de rien et retourne en cuisine, mais les mots résonnent dans son esprit. Que cache-t-il ? Elle secoue la tête, se disant qu'elle n'a pas de temps pour ces intrigues. Son travail l'attend, et elle doit rester concentrée. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle apporte l'entrée à la table de Victor, l'atmosphère change brutalement. Victor, visiblement agacé par un détail insignifiant, une goutte de sauce mal placée sur l'assiette, décide de faire un spectacle. Il lève la voix, attirant l'attention des autres clients. « C'est ça que vous appelez un service 5 étoiles, tonne-t-il, son regard perçant fixé sur Élise. Vous ne savez même pas dresser une assiette correctement. » Il attrape son verre de vin et, d'un geste théâtral, le renverse sur la table, éclaboussant la nappe blanche. Les clients autour retiennent leur souffle,
et Élise sent ses joues s'empourprer. L'humiliation est cuisante, mais elle garde son calme, ramassant le verre renversé avec des mains tremblantes. Clara, à côté de Victor, baisse les yeux, visiblement gênée, mais ne dit rien point. Les murmures s'élèvent dans la salle. Élise sent tous les regards sur elle, et la colère monte en elle comme une vague. Elle pourrait s'excuser, comme elle l'a fait des centaines de fois face à des clients arrogants, mais quelque chose en elle se brise. Les mots qu'elle a entendus plus tôt, document, chantage, lui reviennent en mémoire, et avant qu'elle ne puisse s'en empêcher, elle redresse la tête et fixe Victor dans les yeux. Peut-être que si vous passiez moins de temps à comploter au téléphone, vous remarqueriez la qualité du service, Monsieur Beaumont, dit-elle d'une voix calme mais tranchante. Un silence glacial s'abat sur la salle. Victor, qui s'attendait à une soumission immédiate, pâlit soudainement. Ses yeux s'écarquillent, et pendant un instant, il semble perdre son assurance. Les clients échangent des regards choqués, et même Clara semble figée, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Élise, elle-même surprise par son audace, sent son cœur battre à tout rompre. Elle vient de franchir une ligne invisible, et elle le sait. Julien, qui a observé la scène de loin, s'approche rapidement pour désamorcer la situation, mais le mal est fait. Victor, reprenant. Contenance, murmure d'un ton menaçant. Vous ne savez pas à qui vous parlez, mademoiselle. Quelques minutes plus tard, Élise est convoquée dans le bureau du manager, Monsieur Dubois, un homme sévère qui ne tolère aucun écart. Qu'est-ce qui vous a pris, demande-t-il, les sourcils froncés. Vous savez qui est Victor Beaumont? Cet homme pourrait faire fermer ce restaurant d'un claquement de doigts. Élise tente de s'expliquer, mais ses mots sonnent creux face à la colère de son supérieur. Elle est suspendue pour la soirée, une sanction qui la prive d'une partie de son salaire, cruciale pour les frais médicaux de Sophie. En quittant le bureau, elle sent une boule se former dans sa gorge. Elle a agi par impulsion, mais pourquoi sa remarque a-t-elle eu un tel effet sur Victor? Que cachait-il dans cette conversation qu'elle a surprise? De retour chez elle, dans son petit appartement du 20e arrondissement, Élise ne parvient pas à dormir. Les événements de la soirée tournent en boucle dans son esprit. Elle revoit le visage de Victor, sa pâleur soudaine, et les mots énigmatiques de sa conversation. Elle pense à Clara, à son silence complice, et à cet homme en costume sombre. Quelque chose ne va pas, elle en est certaine. Assise à sa table de cuisine, une tasse de thé refroidissant entre ses mains, elle hésite. Doit-elle ignorer ce qu'elle a entendu et reprendre sa vie comme si de rien n'était? Ou doit-elle creuser, au risque de s'attirer des ennuis? Son instinct lui dit que Victor cache quelque chose de grave, mais elle sait aussi que s'opposer à un homme comme lui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Alors qu'elle range son sac, elle remarque un morceau de papier glissé dans une poche extérieure. Intriguée, elle le déplie. C'est un mot, écrit à la hâte, fais attention à ce que tu dis. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Le message n'est pas signé, mais Élise reconnaît l'écriture élégante de Clara, qu'elle a vue griffonner sur un carnet plus tôt dans la soirée. Son cœur s'accélère. Comment ce mot est-il arrivé là? Et pourquoi Clara, qui semblait si distante, l'a-t-elle avertie? Élise sent une montée d'adrénaline. Elle est désormais certaine d'une chose, elle a mis le pied dans un jeu dangereux, et il n'y a plus de retour en arrière possible. En regardant par la fenêtre de son appartement, où les lumières de Paris scintillent dans la nuit, Élise prend une décision. Elle ne peut pas rester passive. Elle doit découvrir ce que Victor Beaumont cache, non seulement pour sa propre dignité, mais aussi parce qu'elle sent qu'une vérité plus grande se tapit dans l'ombre. Ce qu'elle ignore, c'est que cette quête va la mener bien au-delà des murs de l'Étoile d'Or, dans un monde de secrets et de trahison où personne n'est ce qu'il semble être. La nuit avait été courte pour Élise, hantée par le souvenir de l'incident au restaurant l'Étoile d'Or et par le message énigmatique glissé dans son sac. Assise à la table de sa cuisine, dans son petit appartement du 20e arrondissement, elle fixait le morceau de papier où l'écriture élégante de Clara semblait la narguer. Fais attention à ce que tu dis. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Les mots résonnaient comme une menace, mais aussi comme une invitation à plonger plus profondément dans le mystère qui entourait Victor Beaumont. Élise sentait son pouls accélérer à cette pensée. Elle avait toujours été prudente, façonnée par une vie où chaque faux pas pouvait coûter cher. Pourtant, l'humiliation publique infligée par Victor, combinée à la curiosité brûlante suscitée par sa conversation entendue par hasard, l'empêchait de rester passive.
Elle savait qu'elle avait mis le pied dans quelque chose de dangereux, mais l'idée de reculer lui était insupportable. Le lendemain matin, Élise se rendit à l'hôpital pour rendre visite à sa sœur, Sophie. La jeune femme, pâle mais souriante, était allongée dans une chambre austère, entourée de machines qui émettaient des bips réguliers. Sophie, avec ses cheveux blonds épars sur l'oreiller, plaisanta faiblement sur la monotonie de l'hôpital. Élise lui serra la main, ravalant l'angoisse qui montait en elle. Une infirmière passa pour rappeler que les frais médicaux s'accumulaient, et Élise sentit une boule se former dans sa gorge. Chaque euro qu'elle gagnait au restaurant était englouti par ses factures, et sa suspension de la veille, même temporaire, était un coup dur. En quittant l'hôpital, elle se promit de ne pas laisser Victor Beaumont ou quiconque l'intimider. Mais les mots de Clara continuaient de la hanter. Qui était vraiment cette femme, et pourquoi l'avait-elle avertie? De retour au restaurant ce soir-là, Élise s'attendait à une ambiance tendue. Son manager, M. Dubois, l'avait autorisée à reprendre le travail, mais à condition qu'elle présente des excuses à Victor si celui-ci revenait. Élise avait acquiescé à contre-cœur, déterminée à garder son emploi, mais l'idée de s'abaisser devant cet homme arrogant lui donnait la nausée. À son arrivée, Julien, le chef de salle, l'accueillit avec un sourire compatissant. « Tu as secoué la cage du lion hier soir », dit-il en lui tapotant l'épaule. « Fais attention, Élise. Beaumont n'est pas le genre d'homme à oublier une offense. » Elle hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à la conversation qu'elle avait surprise entre Victor et l'homme en costume sombre. Les mots « document » et « chantage » tournaient en boucle dans sa tête. Était-ce une coïncidence que Victor ait réagi si violemment à sa remarque? Ou avait-elle, sans le savoir, touché un point sensible? La soirée commença calmement, mais Élise sentit une tension inhabituelle dans l'air. Les clients habituels étaient là, discutant de leurs affaires et de leurs vacances, mais elle remarqua que plusieurs d'entre eux jetaient des regards furtifs dans sa direction. Était-ce son imagination, ou son altercation avec Victor avait-elle fait le tour du cercle des habitués? Alors qu'elle servait une table près de l'entrée, elle vit Victor Beaumont franchir la porte, toujours accompagné de Clara. Cette fois, il était étrangement calme, presque courtois. Lorsqu'Élise s'approcha pour prendre leur commande, il lui adressa un sourire qui semblait plus menaçant que chaleureux. « Bonsoir, Élise, » dit-il, prononçant son prénom avec une lenteur calculée. « J'espère que nous pourrons avoir une soirée, sans incident. » Clara, à ses côtés, garda les yeux baissés, ses doigts jouant nerveusement avec la serviette sur ses genoux. Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle répondit d'un ton neutre, notant leur commande avant de s'éloigner. En cuisine, elle confia ses inquiétudes à Julien. « Il est différent ce soir, » murmura-t-elle. « Trop calme. »« Ça ne me plaît pas », Julien haussa les épaules. « Peut-être qu'il a compris que tu n'es pas du genre à te laisser marcher sur les pieds. Mais sois prudente, d'accord ? Ces gens-là, ils ont des moyens que nous n'imaginons même pas. » Élise acquiesça, mais son instinct lui disait que Victor préparait quelque chose. Elle décida de rester vigilante, observant chaque mouvement de l'homme d'affaires depuis le coin de l'œil. Vers le milieu de la soirée, alors qu'elle débarrassait une table voisine, Élise remarqua une enveloppe en cuir noir oubliée sous la chaise de Victor. Son cœur s'accéléra. Était-ce une négligence de sa part, ou un piège? Elle attendit que Victor et Clara se lèvent pour aller saluer un autre client, puis, avec une discrétion acquise par des années de service, elle ramassa l'enveloppe et la glissa dans son tablier. De retour en cuisine, elle s'isola dans un coin pour l'ouvrir. À l'intérieur, elle trouva une liasse de documents marqués « confidentiels ». En les parcourant rapidement, elle découvrit des relevés bancaires, des contrats douteux et des notes manuscrites mentionnant des transferts d'argent vers des comptes offshore. Les noms de plusieurs figures influentes de la ville apparaissaient, accompagnés de montants astronomiques. Élise sentit son souffle se couper. Ces documents semblaient prouver que Victor était impliqué dans une fraude financière d'envergure. Elle referma l'enveloppe, son esprit en ébullition. Que devait-elle faire? Garder ces documents pourrait la mettre en danger, mais les remettre à Victor équivalait à se rendre complice de ses agissements. Elle pensa à Sophie, à l'hôpital, et à l'argent dont elle avait désespérément besoin. Pendant un instant, elle envisagea de rester silencieuse, de rendre l'enveloppe et de prétendre qu'elle n'avait rien vu. Mais l'humiliation de la veille, la voix arrogante de Victor,
et la menace implicite dans ses mots ravivèrent sa colère. Non, elle ne pouvait pas se taire. Pas cette fois. Lorsqu'elle retourna dans la salle, Victor était de nouveau à sa table, discutant à voix basse avec Clara. Élise, feignant la normalité, continua son service, mais elle sentit le regard de Victor peser sur elle. À un moment, alors qu'elle passait près de lui, il l'arrêta d'un geste. « Vous avez trouvé quelque chose qui ne vous appartient pas, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, son sourire glacial contrastant avec la dureté de ses yeux. Élise sentit son estomac se nouer, mais elle garda son sang-froid. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur Beaumont, » répondit-elle, sa voix ferme malgré la peur qui montait en elle. Victor inclina la tête, comme s'il évaluait sa réponse, puis se tourna vers Clara, qui semblait nerveuse. « Très bien, » dit-il finalement. « Mais souvenez-vous, Élise, les gens curieux finissent souvent par regretter leur curiosité. » Cette menace à peine voilée confirma les soupçons d'Élise. Victor savait qu'elle avait vu ou entendu quelque chose, et il était prêt à tout pour protéger son secret. De retour en cuisine, elle confia l'enveloppe à Julien, lui demandant de la cacher dans son casier. « Si quelque chose m'arrive, assure-toi que ça arrive aux bonnes personnes, » lui dit-elle, consciente du risque qu'elle prenait. Julien, inquiet, tenta de la dissuader. « Élise, tu joues avec le feu. Cet homme a des connexions partout. Laisse tomber. » Mais elle secoua la tête. « Je ne peux pas. Pas après ce qu'il m'a fait. Pas après ce que j'ai vu. » Plus tard dans la soirée, Élise trouva un moment pour s'isoler et examiner les documents plus attentivement. Elle découvrit une note mentionnant une réunion secrète prévue dans 2 jours, dans un entrepôt désaffecté en périphérie de Paris. Les mots « règlement final » étaient soulignés en rouge, accompagnés d'un nom qu'elle reconnut vaguement, celui d'un homme politique influent. Élise comprit qu'elle tenait entre ses mains des preuves qui pourraient non seulement détruire Victor, mais aussi ébranler tout un réseau de corruption. Mais cette découverte la terrifiait autant qu'elle l'excitait. Elle savait que révéler ces informations mettrait sa vie, et celle de Sophie, en danger. Alors qu'elle rangeait les documents dans son sac, elle reçut un appel de l'hôpital. L'état de Sophie s'était aggravé, et une intervention coûteuse était nécessaire d'urgence. Élise sentit ses jambes vaciller. Comment pourrait-elle payer ? Pendant un instant, l'idée de monnayer les documents auprès de Victor traversa son esprit. Il lui avait déjà laissé entendre qu'il était prêt à payer pour son silence. Mais cette pensée la répugna. Elle ne pouvait pas trahir ses principes, même pour Sophie. Elle décida de confronter Victor, espérant le forcer à avouer la vérité. Lorsqu'elle s'approcha de sa table, Victor était seul, Clara ayant brièvement quitté la salle. Élise prit une profonde inspiration et se lança. « Je sais ce que vous cachez, » murmura-t-elle, son regard fixé sur lui. « Les documents, les transferts d'argent, tout. Si vous ne voulez pas que ça sorte, expliquez-vous. » Victor la dévisagea, un mélange de surprise et d'amusement dans les yeux. Puis, à sa grande stupéfaction, il éclata de rire. « Vous êtes courageuse, Élise, je vous l'accorde. Mais vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous mettez les pieds. Ces documents ? Ils ne sont qu'une infime partie d'un puzzle bien plus grand. Si vous parlez, ce n'est pas seulement moi que vous affronterez. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Clara revint, coupant court à la conversation. Mais Élise remarqua un échange de regards entre eux, un regard chargé de sous-entendus. Elle comprit alors que Clara jouait un rôle plus important qu'elle ne l'avait cru. Était-elle une victime, comme elle l'avait supposé, ou une complice ? Élise sentit une vague de doute l'envahir. Elle avait cru pouvoir affronter Victor seule, mais elle réalisait maintenant que les enjeux étaient bien plus complexes. Et la soirée touchait à sa fin, et Élise, épuisée, retourna en cuisine pour ranger ses affaires. Mais lorsqu'elle ouvrit son sac, l'enveloppe avait disparu. Son cœur s'arrêta. Elle fouilla frénétiquement, renversant le contenu sur le sol, mais les documents n'étaient nulle part. Paniquée, elle courut vers le casier de Julien, mais il était vide. Julien, qui l'observait depuis l'autre bout de la cuisine, haussa les épaules, l'air désolé. « Je ne l'ai pas touché, Élise. Je te le jure. » Mais son ton manquait de conviction, et Élise sentit une pointe de méfiance envers son amie. Alors qu'elle quittait le restaurant, son téléphone vibra. Un message anonyme s'afficha à l'écran. « Tu as vu ce que tu n'aurais pas dû. Reste silencieuse, ou
où ta sœur en paiera le prix. Élise sentit un frisson glacé la parcourir. Elle regarda autour d'elle, mais les rues de Paris étaient désertes. Quelqu'un l'observait, elle en était certaine. Et ce quelqu'un savait pour Sophie. En rentrant chez elle, elle trouva sa porte légèrement entr'ouverte. Son appartement avait été fouillé, mais rien ne semblait manquer. Sur la table de la cuisine, un autre mot, dans la même écriture que le précédent, dernier avertissement. Élise s'effondra sur une chaise, le souffle court. Elle avait voulu défier Victor, mais elle réalisait maintenant qu'elle était prise dans un jeu beaucoup plus grand. Qui avait pris les documents? Était-ce Clara, Julien, ou quelqu'un d'autre? Et comment savait-il pour Sophie? Alors qu'elle fixait les lumières de la ville par la fenêtre, Élise comprit qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle devait découvrir la vérité, coûte que coûte, même si cela signifiait affronter des forces bien plus puissantes qu'elle ne l'avait imaginé. La peur avait planté ses griffes dans le cœur d'Élise. Le message anonyme, découvert sur la table de sa cuisine, résonnait comme une sentence. Dernier avertissement. La porte entr'ouverte de son appartement, les documents disparus, la menace pesant sur sa sœur Sophie, tout cela formait un étau qui se resserrait autour d'elle. Assise dans l'obscurité de son petit salon, les lumières de Paris scintillant au loin, Élise sentait son monde vaciller. Elle avait voulu défier Victor Beaumont, cet homme arrogant qui l'avait humiliée dans le restaurant L'Étoile d'Or, mais elle comprenait maintenant qu'elle s'était aventurée dans un territoire bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Les mots qu'elle avait surpris, les documents confidentiels, l'organisation mystérieuse appelée « l'Ordre », tout pointait vers un complot d'une ampleur qu'elle peinait à saisir. Pourtant, malgré la terreur qui l'envahissait, une étincelle de détermination brûlait encore en elle. Elle ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Pas alors que la vie de Sophie était en jeu. Le lendemain matin, Élise se rendit à l'hôpital avant son service au restaurant. Sophie, toujours alitée, semblait plus faible que jamais, mais son sourire fragile donna à Élise la force de continuer. En discutant avec l'infirmière, elle apprit que les frais pour une nouvelle intervention chirurgicale s'élevaient à une somme astronomique. Élise sentit son estomac se nouer. Même en travaillant jour et nuit à l'Étoile d'Or, elle ne pourrait jamais réunir cet argent à temps. L'idée de céder au chantage de Victor, d'accepter son argent pour acheter son silence, traversa son esprit, mais elle la repoussa immédiatement. Elle avait vu les documents, elle savait qu'il était impliqué dans une fraude massive. Se taire reviendrait à trahir tout ce en quoi elle croyait. Mais comment protéger Sophie tout en luttant contre des forces qui semblaient intouchables? De retour au restaurant, Élise décida de s'appuyer sur Julien, son ami et chef de salle, malgré les doutes qui avaient germé dans son esprit. Était-il vraiment digne de confiance? Il avait juré n'avoir pas touché l'enveloppe disparue, mais son comportement évasif la troublait. Elle n'avait pas d'autre choix, cependant. Elle avait besoin d'un allié. En le prenant à part dans la cuisine, elle lui raconta tout, les documents, la menace contre Sophie, et la note mentionnant une réunion de « l'Ordre » dans un entrepôt. Julien l'écouta, le visage grave, ses mains triturant nerveusement un torchon. « Élise, tu es folle de t'en mêler, dit-il finalement. Ces gens, ils ne plaisantent pas. Si tu continues, tu risques tout. » Mais Élise secoua la tête. « Je ne peux pas reculer, Julien. Pas après ce qu'ils ont fait. Pas après ce qu'ils savent sur Sophie. » Julien soupira, puis accepta de l'aider. Ensemble, ils élaborèrent un plan risqué. Élise se rendrait à l'entrepôt mentionné dans la note pour découvrir ce que « l'Ordre » tramait. Julien, de son côté, ferait des recherches discrètes sur les noms mentionnés dans les documents qu'Élise avait mémorisés avant leur disparition. Mais sois prudente, la prévint-il. Si Victor ou Clara découvrent ce que tu fais, ça ne se limitera pas à des menaces. Élise hocha la tête, consciente du danger, mais déterminée à aller jusqu'au bout. Cette nuit-là, Élise se rendit à l'entrepôt 17, situé dans une zone industrielle désaffectée en périphérie de Paris. L'endroit était sinistre, éclairé seulement par quelques lampadaires vacillants. Le silence était oppressant, brisé uniquement par le bruit du vent qui s'infiltrait entre les bâtiments rouillés. Élise, vêtue d'un manteau sombre pour se fondre dans l'obscurité, sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'elle s'approchait de l'entrepôt. À travers une fenêtre crasseuse, elle aperçut un groupe d'hommes et de femmes réunis autour d'une table, leurs visages éclairés par la lueur d'une lampe. Victor était là,
Mais à sa grande surprise, il semblait nerveux, presque soumis. Une femme, qu'Élise reconnut comme Clara, parlait d'une voix autoritaire, donnant des ordres avec une assurance qui contrastait avec son comportement timide au restaurant. Élise tendit l'oreille, captant des bribes de conversation. Les documents doivent être récupérés à tout prix, disait Clara. Si quelqu'un parle, tout s'effondre. Un homme, celui en costume sombre qu'Élise avait vu à l'Étoile d'Or, ajouta, la serveuse est un problème. Elle en sait trop. Élise sentit un frisson glacé. Il parlait d'elle. Elle comprit alors que Clara n'était pas une simple fiancée, mais une figure centrale de ce complot. Victor, malgré sa richesse et son arrogance, n'était qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. Élise sortit son téléphone pour enregistrer la conversation, espérant recueillir des preuves, mais un craquement derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna, mais il n'y avait personne. Pourtant, elle sentait une présence, comme si quelqu'un l'observait. Paniquée, elle s'éloigna d'eux. L'entrepôt, courant à travers les rues sombres jusqu'à atteindre une station de métro. De retour chez elle, elle écouta l'enregistrement, qui bien que brouillé, contenait assez d'éléments pour incriminer Victor et Clara. Mais un détail la frappa, Clara avait mentionné un nom, celui d'un homme politique influent, lié à l'ordre. Élise comprit que cette organisation allait bien au-delà de Victor. Elle était face à un réseau de corruption qui impliquait des figures puissantes de la ville, peut-être même du pays. Elle passa la nuit à réfléchir, déchirée entre la peur et la détermination. Devait-elle transmettre l'enregistrement à la police, au risque de mettre Sophie en danger? Ou devait-elle confronter Clara directement, en espérant négocier sa sécurité? Le lendemain, Élise retourna au restaurant, l'enregistrement sauvegardé sur une clé USB cachée dans sa poche. Elle avait décidé de parler à Julien avant de prendre une décision définitive. Mais lorsqu'elle le trouva en cuisine, il semblait nerveux, évitant son regard. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda-t-elle, suspicieuse. Julien secoua la tête, trop vite. « Rien d'important. Juste, fais attention, Élise. » Son ton évasif raviva les doutes d'Élise. Était-il impliqué? Avait-il pris les documents? Elle décida de ne rien lui dire de l'enregistrement pour l'instant. Ce soir-là, Victor et Clara étaient de nouveau au restaurant. Élise, déterminée à obtenir des réponses, choisit de confronter Clara en privé. Profitant d'un moment où elle était seule à une table, Élise s'approcha et murmura « Je sais qui vous êtes. Et je sais pour l'ordre. » Clara la fixa, son visage impassible, mais une lueur de panique traversa ses yeux. « Vous faites erreur, » répondit-elle froidement. « Vous devriez oublier ce que vous pensez savoir. Pour votre bien. » Mais Élise ne se laissa pas intimider. « J'ai des preuves, » bluffa-t-elle, espérant provoquer une réaction. Clara pâlit légèrement, puis se leva et quitta le restaurant sans un mot. Quelques heures plus tard, alors qu'Élise rangeait ses affaires après son service, Julien l'approcha, le visage blême. « Élise, il faut qu'on parle, » dit-il, sa voix tremblante. « Je n'ai pas été honnête avec toi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il lui tendit un téléphone jetable. « Quelqu'un m'a forcé à prendre les documents. » « Ils savent tout, Élise. Ils savent pour Sophie, pour l'enregistrement. » Élise sentit son sang se glacer. Julien, son ami, son confident, l'avait trahi. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Julien baissa la tête. « Ils m'ont menacé, Élise. Ma famille, ils savent où ils vivent. Je n'avais pas le choix. » Cette révélation brisa quelque chose en Élise. Elle avait cru pouvoir compter sur Julien, mais il était devenu un pion, tout comme Victor. Seule, elle prit une décision radicale. Elle ne pouvait pas attendre que l'ordre frappe en premier. Elle contacta un journaliste d'investigation, un homme connu pour ses enquêtes sur la corruption, et lui transmit anonymement l'enregistrement, accompagné d'une note détaillant tout ce qu'elle savait. Elle savait que cet acte était un pari risqué, mais elle n'avait plus rien à perdre. Les jours suivants furent un tourbillon. L'enregistrement fit la une des journaux, déclenchant un scandale qui éclaboussa Victor, Clara, et plusieurs figures influentes. Victor fut arrêté, mais Clara, à la surprise générale, disparut sans laisser de traces. Élise, terrifiée par les représailles, passa ses journées à vérifier que Sophie était en sécurité à l'hôpital. À sa grande surprise,
un don anonyme couvrit les frais médicaux de sa sœur, une coïncidence qu'elle ne savait comment interpréter. Était-ce une tentative de l'ordre pour acheter son silence, ou un geste de quelqu'un d'autre? Touchée par son courage, épuisée par les événements, Élise quitta son emploi à l'Étoile d'Or. Avec l'argent qu'elle avait économisé et le don mystérieux, elle réalisa son rêve, ouvrir un petit café dans un quartier tranquille de Paris. Le jour de l'ouverture, elle servit ses premiers clients, un sourire fragile sur les lèvres. Elle avait gagné une bataille, mais la guerre semblait loin d'être finie. Clara était toujours dans la nature, et Élise savait que l'ordre n'oublierait pas son rôle dans leur chute. Chaque soir, en fermant son café, elle scrutait la rue, craignant de voir une silhouette familière. Un matin, alors qu'elle nettoyait les tables, elle trouva une enveloppe glissée sous une tasse. À l'intérieur, un simple mot, la vérité a un prix. Élise sentit un frisson la parcourir. Était-ce Clara? Un autre membre de l'ordre? Ou simplement une coïncidence? Elle rangea le mot dans sa poche, déterminée à ne pas se laisser intimider. Elle avait affronté Victor, survécu à la trahison de Julien, et exposé un réseau de corruption. Elle était plus forte qu'elle ne l'avait jamais cru. Assise dans son café, entourée par l'odeur du café fraîchement moulu et le murmure des clients, Élise contempla sa nouvelle vie. Elle avait payé un prix élevé pour la vérité, mais elle avait aussi gagné sa liberté. Pourtant, une question persistait, avait-elle vraiment échappé à l'ordre, ou n'était-ce qu'une accalmie avant la tempête? Alors que le soleil se couchait sur Paris, Élise savait qu'elle devrait rester vigilante. La vérité, elle l'avait appris, était une arme à double tranchant, et son combat ne faisait peut-être que commencer.